La transition présidée par le colonel Assimi Goïta qui doit désormais ajouter à son curriculum vitae, expert en coup d'État, pour en avoir réussi 2 en 10 mois, est en quête de longévité. Le scénario que redoutait la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, est en train de prendre forme, et l'organisation régionale en fait l'amer constat à chacune de ses visites à Bamako. Lors de son dernier séjour dans la capitale malienne, à la tête de la délégation de la CEDEAO dont il est le président en exercice, le Ghanéen Nana Akufo-Addo qui avait, entre autres, à ses côtés, son médiateur pour le Sahel, le Nigérian Goodluck Jonathan, a encore touché du doigt la dure réalité qui se dessine pour la communauté internationale. Les élections prévues en février 2022 pour déboucher sur la transmission du pouvoir à un régime civil et remettre le Mali sur les rails de la démocratie sont bien en pointillés. Ceux qui dirigent la transition et doivent la conduire à terme, dans le temps imparti par la CEDEAO et accepté à l'époque par la junte militaire, ne font plus des élections une priorité. Ils passent par toutes les arguties, allant de la tenue des assises nationales à la situation sécuritaire qui ne cesse de se détériorer, pour tenter de faire passer la pilule. Même les interventions passionnées de citoyens maliens, souvent manipulées, dans l'émission de Juan Gomez sur RFI, sont mises à profit par Assimi Goïta et son Premier ministre, Choguel Kokala Maïga, pour justifier l'injustifiable. Ces dirigeants le savent bien, s'ils ont échappé à la main lourde de la communauté internationale, c'est bien parce qu'en son temps, la junte militaire avait fait preuve de bonne volonté lors des négociations post-putsch, pour rendre le pouvoir, le plus tôt possible aux civils. Mais visiblement, tout n'était que stratagème et les masques sont en train de tomber. En pleine pandémie de Covid-19, ajouteront ceux qui ont encore le sens de l'humour, malgré la gravité et d'indécence de la situation. Était-ce vraiment le rôle de la transition de se jeter dans l'aventure de ces fameuses assises nationales, budgétivores et dévoreuses de temps, qui pourraient bien constituer le premier défi du pouvoir élu par les Maliens? Certes, les Maliens ne doivent pas être enserrés dans le carcan du fétichisme des dates, mais leurs dirigeants ne doivent pas non plus se servir de putsch et de la transition, pour confisquer le pouvoir et retarder le développement du pays. Du reste, ces périodes d'intérim ne portent pas toujours bonheur, parce que souvent mis à profit par des prédateurs qui, conscients de la courte durée de leur mandat s'adonnent à la course à l'enrichissement illicite personnel, mettant ainsi le pays à sac, sans autre forme de procès. Contrairement à ce que croient certains naïfs ou voudraient le faire croire d'autres, beaucoup plus cyniques, Poutine n'est pas plus l'ami de l'Afrique que du continent latino-américain ni de pays nuls par ailleurs. Utilisant un bras armé privé, il ne fait que défendre les intérêts du grand capital russe et ses intentions, 100% néocoloniales, sont essentiellement prédatrices. Pour faire avancer ces pions là où ils n'avaient pas accès jusqu'à aujourd'hui, il utilise une méthode implacable, rendre ceux qui font appel ses services totalement dépendants de l'appui de ces bandes armées tant au niveau des ressources, du maintien de l'ordre intérieur, de la sécurité extérieure, pieds et poings liés. Retour à la case départ interdit. À ceux qui s'imaginent avoir trouvé là une baguette magique pour se débarrasser de l'impérialisme français, il faut dire qu'une fois dans la gueule du loup, ils feront l'objet d'un racket faramineux. Qu'on en juge, en Syrie Wagner a passé un contrat avec Assad par lequel 25% de la production de pétrole de tout site libéré lui revient gratuitement. Au Soudan, Wagner a offert ses services au pouvoir en place en change d'un droit de prospection et d'exploitation des mines d'or du pays. Même chose en Centrafrique où les mercenaires de Wagner contrôlent l'accès aux mines d'or et d'uranium des zones sous contrôle de Touadéra. Aujourd'hui, Wagner est en train de négocier le même type de contrat avec le Mali. Ahmad Nougbo. FB. 28 septembre 2020. Il est clair que de telles dispositions visent à mettre les pays qui contracteront avec ces armées sous un régime de tutelle féroce pour des lustres et des lustres. À l'heure où, en écho au procès au Faso, résonne à nouveau le nom de Sankara, comment ne pas tenir compte une seule seconde de ce qu'il nous a laissé en termes de lutte pour l'indépendance à tous les niveaux? Comment imaginer, pour chasser le prédateur français, pour se débarrasser de la France-Afrique, se jeter dans les serres d'un autre prédateur tout aussi avide et cruel? La richesse du monde, et son développement actuel, se trouve sur le continent, dans son sol et son sous-sol. Point besoin de mercenaires cupides pour accéder à l'indépendance, elle ne peut se faire que par les Africains eux-mêmes, seuls. La privatisation de missions habituellement prises en charge par l'État ne touche dorénavant plus seulement le secteur économique, mais également les questions de défense et la gestion de la politique extérieure. La libéralisation des structures étatiques a rendu possible l'éclosion de ces sociétés. Censées combler les défaillances armées, elles prennent aujourd'hui une importance croissante dans la conduite des affaires militaires.